C'est vrai que dans la modélisation, je veux dire plus, d'une base transactionnelle, vraiment de ton service, tu vas être plutôt dans une modélisation, entité-relation. Donc je prends l'objet métier, il a ses attributs, je fais en sorte, d'avoir vraiment des opérations sur cet objet unitaire, uniquement et j'ai des relations entre mes tables. Dans une approche analytics, on va être plutôt sur, des modélisations où on va agréger les informations, donc on va être sur un modèle plus dénormalisé et donc le modèle dénormalisé, il y a plusieurs manières, de faire. La plus connue, ça reste le modèle en étoile. Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche des récits, des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Computer technology. Écoute, je te propose qu'on commence par le début, le b.a.-ba. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est que le data modeling? Donc, c'est le terme anglais qu'on utilise pour désigner la modélisation de données. Ouais. Donc, la modélisation de données, simplement, c'est la manière dont tu vas structurer, ta donnée, donc la schématiser, mais pas que. C'est aussi la manière dont tu vas l'organiser, comment tu vas favoriser son usage, comment tu vas faire en sorte qu'elle soit cohérente, pour in fine, pour moi, faire en sorte que, elle soit facile d'accès, qu'elle te permette aussi, d'être réutilisée, et d'éviter en fait, in fine d'avoir de la redondance, de la duplication, d'informations, faire en sorte que tu la produises une fois, qu'elle soit utilisable par le plus grand nombre et qu'elle serve in fine aussi des besoins business, et qu'elle ait de la valeur ajoutée. Ok, super. Donc là, pendant tout cet épisode, on va parler de tous les aspects du data modeling. C'est une Mmh. discussion, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas Ouais. de stress à avoir. Euh, En quoi c'est important le data modeling dans un projet tech aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est important, parce que tu vas pouvoir, grâce à tes données en fait, c'est la donnée en elle-même, c'est une information qui est brute, que tu vas pouvoir transformer en plusieurs étapes et générer de la valeur. Donc en fait, il faut pas se dire que de la donnée, c'est que, une fin analytics, que ça va juste te permettre d'avoir du reporting et d'avoir, à peu près une vue, de, combien tu fais de chiffre d'affaires ou combien tu as de visites sur un site. Maintenant, c'est plus vrai et c'est plus vrai depuis, qu'on a en plus eu l'émergence, d'usages, on va dire plus machine learning ou avec, l'émergence de l'IA. En fait, de plus en plus, cette donnée, on va la réexploiter dans des features, donc, dans ouais, des features, pour, les utilisateurs, par exemple des recommandations, de la détection de fraude et donc ça a une valeur monétaire, de pouvoir prendre des décisions basées sur des faits. Ça oriente, ta stratégie business et ça apporte de la plus-value à tes utilisateurs finaux. OK. Question bête, mais qu'est-ce qu'on met derrière, la donnée, en fait? Qu'est-ce qui, de manière, micro, peut être qualifié comme de la donnée? Ouais, c'est une super question parce qu'en fait, je pense qu'on va parler vraiment de toute, la chaîne de valeur parce que la donnée, elle a plusieurs étapes de transformation. La donnée, elle va être, d'abord produite à un état très brut, donc c'est vraiment la donnée qui va résider dans, les bases de données opérationnelles, celles qui sont derrière ton microservice, celles qui vont répondre à une API, et cette donnée-là, en général, elle est après réexploitée, elle pivote un petit peu dans une autre modélisation qui est plus analytics, où là, tu vas vouloir faire en sorte que l'information, elle soit consommable par des non tech, par des métiers, plutôt business ou produits, pour, reprendre une décision éclairée, à partir de ce qui s'est passé sur ton service. OK, très clair. Est-ce qu'il y a, il y a différents principes ou différentes manières de faire de la modélisation de données? Alors, pour moi, oui, il y a
je vois à peu près 3 grands principes. 1er principe, ça va être plutôt ta modélisation de ta donnée dans ton service parce que en fait, ce que tu dois garder en tête, c'est quel est l'usage que tu vas en faire, à quel use case tu Mmh. réponds. Donc par exemple, dans un modèle, opérationnel, donc tu fais un service back-end, qui doit par exemple, stocker, le dépôt des annonces. Donc à chaque fois qu'un utilisateur va déposer, une annonce, par exemple chez Leboncoin, tu vas vouloir à chaque fois, pouvoir éditer une annonce, bien précise. Tu vas vouloir la supprimer si par exemple l'utilisateur la supprime. On est vraiment sur des opérations très unitaires et donc là ta modélisation elle va être plutôt orientée sur de la performance, pour que ta base de données elle réponde rapidement parce que derrière tu veux que, sur la page, front, la page web, Mmh. ton utilisateur il voit et qu'il soit rassuré qu'effectivement son annonce a bien été déposée, pris en compte, quelles sont les étapes, suivantes. Et donc ici tu vas être plutôt sur une modélisation, pour laquelle tu veux avoir, ouais, de la performance en lecture et en écriture. OK. Ça, c'est différent d'une modélisation, qui va être peut-être plus générique au moment où tu vas vouloir plutôt exploiter, ta donnée dans un ensemble. Donc tu t'intéresses pas seulement à une annonce, tu t'intéresses à toutes les annonces qui sont déposées, sur, par exemple, hein, le site leboncoin, .fr, et tu vas vouloir en tirer de l'analyse, de pouvoir voir un peu la santé de ton site. OK, est-ce que j'ai bien, toujours un nombre d'annonces en ligne, cohérent? Est-ce que les utilisateurs continuent à utiliser, à déposer, régulièrement? Qu'est-ce qui les freine, éventuellement au dépôt? Et donc ça va être une autre modélisation. On va plutôt agréger des gros volumes de données, et pas seulement s'intéresser à un fait, unitaire. OK. Qu'est-ce qui il y en a une troisième. Ah oui, alors la troisième, e j'ai mentionné une troisième. Pour moi, c'est l'entre-deux, OK. qui est en fait une modélisation, plus, générique. C'est-à-dire que, je la mentionne parce qu'en fait, elle est pas dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, traditionnellement, on est plutôt sur, il y a la base opérationnelle, on va faire des extracts de cette base opérationnelle et on va créer un nouveau modèle un peu plus analytique qui va, lui, te permettre, de rendre l'information utilisable pour, le business. Hem Chez Leboncoin, par exemple, comme on utilise un bus de données, on utilise Kafka, ce qui permet en fait de, décentraliser la production de données. En fait, les utilisateurs de la donnée n'ont pas besoin d'aller se connecter à la base de production du service. Mmh. Ils ont une layer entre les 2, une couche, intermédiaire, qui est Kafka et ben, cette couche intermédiaire, il faut aussi la modéliser Mmh. et il faut la modéliser de manière agnostique à ton service technique, mais qui représente suffisamment bien le domaine, soit suffisamment générique, pour qu'elle soit après réexploitée, pour différents usages comme je le mentionnais, au départ. Je mentionnais des usages, très data oriented, plutôt analytics, IA, mais en fait on a aussi, des features plus terre à terre, par exemple, les campagnes marketing, la segmentation, l'A/B testing. Ça, c'est aussi, bah, tout ça repose en fait Mmh. in fine sur de la donnée qui est produite côté, back-end ou front-end. OK, et est-ce que la structuration de cette donnée, elle change justement en fonction de la manière dont on choisit de la modéliser? Parce que, donc moi je viens du web, donc j'ai Mmh. ce je vois souvent les choses au travers de ce prisme-là. Donc pour moi, quand tu me dis modélisation de données, en fait, je vois ma base de données qui est un tableau en 2 dimensions avec Oui, des lignes et des colonnes. Mais est-ce qu'il y a une autre manière de faire ou oui, ou tout à des autres fait. manières de Ouais, faire? ouais, tout à fait. C'est vrai que dans la modélisation, je veux dire plus, d'une base transactionnelle, vraiment de ton service, tu vas être plutôt dans une modélisation, entité-relation. Donc je prends l'objet métier, il a ses attributs, je fais en sorte, d'avoir vraiment des opérations sur cet objet unitaire, uniquement et j'ai des relations entre mes tables. Je sais que c'est du, 1N ou 1-1, et c'est comme ça que ma modélisation de ma base, transactionnelle. Dans une approche analytics, on va être plutôt sur, des modélisations où on va agréger les informations, donc on va être sur un modèle plus dénormalisé. En contradiction avec le modèle normalisé qui est une base, transactionnelle et donc le modèle dénormalisé, il y a plusieurs manières, de faire. La plus connue, ça reste le modèle en étoile, sur lequel on a aussi après par-dessus des modèles en flocons qui sont encore plus dénormalisés, Mmh. et cette modélisation en étoile, elle a pour but, d'avoir beaucoup de performance sur des agrégations de données, donc plutôt, orientées, analyse et reporting. OK. C'est quoi donc les caractéristiques principales, le b.a-ba de cette modélisation en étoile? Pourquoi on l'appelle en étoile? C'est Oui. quoi le fait de dénormaliser et cetera?
Ici Donatien, je fais une brève interruption dans votre écoute pour vous communiquer une info importante. Ce que vous écoutez actuellement est un extrait de la conversation complète que j'ai eue avec mon invité. Ici, on parle d'un sujet précis, tandis que dans la version intégrale, on parle aussi du parcours de mon invité, des défis rencontrés au moment clé de sa carrière, des compétences impliquées et surtout des apprentissages avec lesquels vous aussi, vous pouvez repartir. Je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors retenez la date, l'épisode complet sort la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous retiens pas plus longtemps, bonne fin d'écoute et à la semaine prochaine! Alors, le fait de dénormaliser, donc, en fait, je vais prendre un schéma assez simple. Donc, tu t'imagines une étoile. Au milieu de cette étoile, il y a ce qu'on appelle une table de faits. Cette table de faits, c'est ce qui va décrire des valeurs quantitatives ou des métriques sur ton objet métier. Donc, par exemple, je reprends l'exemple des annonces. Je vais avoir, par exemple, le nombre d'annonces en ligne, le nombre d'annonces déposées. Donc, un certain nombre de métriques qui vont me permettre de suivre la santé, on va dire, du dépôt d'annonces. Et ces métriques, en fait, elles sont rattachées à des branches d'étoiles qui sont les dimensions. Une dimension, ça va être un attribut plus descriptif, ça va être les dimensions d'analyse. Donc, par exemple, je veux savoir sur quelle catégorie on a fait le plus de dépôts d'annonces. Bah, la catégorie, c'est une dimension, et souvent les dimensions, elles ont des hiérarchies. Donc, par exemple, dans les catégories, on a une famille qui est la famille des véhicules, dans laquelle j'ai des sous-catégories qui sont les voitures, les motos, les caravanes, etc. Et ben, grâce à ces dimensions, je vais pouvoir en fait faire des analyses sur différents niveaux, soit sur l'ensemble de la famille, soit sur la sous-catégorie, par exemple. Donc, une dimension, ça peut être aussi la date. Parce que c'est intéressant en fait d'analyser l'information, pas seulement pour se dire, combien on a eu, d'annonces déposées sur la semaine. Parfois, ça peut être des analyses sur, le jour précis de la semaine, pour voir un peu les saisonnalités. Est-ce que c'est des périodes de vacances? Est-ce que c'est des jours fériés? Donc en fait, ces dimensions elles-mêmes sont hiérarchisées et permettent en fait de deep diver un petit peu plus dans ton analyse. Et ces dimensions, elles peuvent être raccrochées souvent à d'autres domaines métiers. Par exemple, on va vouloir aussi suivre, est-ce que c'est des annonces qui sont déposées plutôt par des utilisateurs particuliers ou professionnels? Bah, ça vient du domaine, en fait, des comptes qui, lui, est séparé du domaine des annonces. Donc, on va, en fait, faire en sorte de croiser différents domaines métiers qui sont produits, donc les données sont produites, à droite et à gauche. On les met ensemble et in fine, on fait en sorte de faire une modélisation qui réponde à un besoin qui est, lui, beaucoup plus, produit ou métier, et qui va permettre, de s'assurer, voilà, de détecter, des comportements utilisateurs qui vont nous permettre de faire évoluer après, le produit, dans le bon sens. OK. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forte composante mathématique dans tout ça, en fait, parce que tu me parlais de, tableaux normalisés sur, les bases transactionnelles, alors que là, l'étoile, je commence à voir, des parallèles avec justement tout ce qui est vectoriel en fin de compte. Hem, alors en fait, c'est une bonne, enfin oui, c'est un parallèle que tu fais. Alors moi, je connais pas suffisamment les bases vectorielles OK. pour pouvoir m'exprimer sur le sujet. Mais en tout cas, cette modélisation, elle est aussi pensée, pour répondre à des contraintes de performance, puisqu'on va plutôt agréger par colonne, et donc aujourd'hui, la plupart des formats de données ou, des bases de données, orientées analytics, justement, elles se basent aussi sur la puissance maintenant d'avoir du stockage par colonne et du coup, cette modélisation, elle encourage aussi à faciliter, enfin, à augmenter la performance de tes requêtes, grâce à cette modélisation-là. Aussi, par exemple, le fait d'avoir des dimensions, ça t'évite de faire, tu as directement les valeurs, chaque valeur de chaque dimension stockée à un seul et même endroit. Mmh. Tu as pas besoin de faire une distinction sur ta colonne pour comprendre quelles sont les valeurs qui existent. OK. Donc, ça te permet de faire ça et cette modélisation aussi, ce qui est important, côté analytique, c'est qu'on oublie souvent, c'est qu'en modélisation transactionnelle, on va être plutôt sur, des événements. Donc, il s'est passé quelque chose à cet instant T, je le capture, et on verra plus tard, ce qu'on en fait. Côté analytics, on va vouloir faire en sorte d'analyser en tout point du temps, l'information et donc on va aussi adopter des modélisations qui nous permettent, d'avoir l'état d'un objet à un instant T
et de capturer les changements ou les périodes de validité de ces changements. Quand est-ce qu'une annonce elle a été mise en ligne, quand est-ce qu'elle a été mise en pause, par exemple. Ces périodes de mise en ligne, pour nous, c'est super important de les avoir parce qu'on n'arrête pas de faire des stats derrière pour savoir exactement un instant T. Dans le passé, je dois être capable de savoir combien j'avais d'annonces en ligne, par exemple, sur le site, quoi. OK. Donc tu m'as parlé de modélisation en étoile qui pouvait même se transformer un peu en modélisation en flocon. Oui. C'est un niveau de Alors, granularité supplémentaire? ouais, c'est un niveau de granularité supplémentaire dans les dimensions. Alors moi, je l'ai pas beaucoup expérimenté, parce que justement, je trouve que c'est un peu trop dénormalisé, parce que ça fait du coup des rebonds encore supplémentaires. Finalement, Mmh. plus tu as de tables, plus tu es obligé de faire des jointures. Donc ça peut faire, des modèles un peu plus, en pieuvre. Nous, on n'en a pas eu l'usage ou l'utilité et du coup, on est plutôt resté sur un modèle, en étoile. OK. Tu parles beaucoup, tu fais beaucoup de différences entre, le data modeling pour de la base analytics vs de la base opérationnelle. Pour qu'on soit clair, c'est quoi la différence justement entre les 2? Pour moi, en fait, la différence, elle se joue sur ton usage. L'exploitation que tu en fais? L'exploitation que tu en Mmh. fais. Ta base transactionnelle, comme je le disais, tu as besoin de performance en lecture-écriture, d'un objet métier en particulier, et il y a que ça, on va dire, qui compte, si je schématise. Sur la partie analytics, tu vas toujours vouloir pouvoir exploiter au maximum, une information que tu retransformes de manière plus générique ou en tout cas sur laquelle tu essayes d'abstraire aussi, la complexité métier que peut avoir un système transactionnel. Quand tu modélises, par exemple, une transaction sur la partie analytics, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a 3 services derrière, qui le gèrent, en fait. Et plus tu abstrais la complexité métier, dans la couche analytics, plus tu vas pouvoir en augmenter les usages et éviter, en fait, à tous les consommateurs de cette information, qui peuvent être d'autres équipes data ou d'autres, feature teams, de devoir faire ces transformations-là. Donc tout l'enjeu et ça se joue même au niveau de la production de données, c'est de se mettre à la place des utilisateurs de ces données et de te dire: «Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment je peux les aider à ne pas faire X fois la même opération, pour exploiter la donnée?» Parce que plus les gens doivent la manipuler, plus ça peut être source d'erreurs. Ça peut poser aussi des problèmes de qualité de données et donc c'est important, de le faire. Je prends un exemple. À chaque fois que, par exemple, j'ai un porte-monnaie, virtuel maintenant, sur Leboncoin, à chaque fois qu'il va y avoir une opération sur ce porte-monnaie, donc si j'ai 100 €, que j'en consomme 10, dans l'état de mon porte-monnaie, je vais donner le solde du porte-monnaie dès la production de données. Je vais dire: «Il reste 90 €». Je vais pas juste dire: «Il y a eu 10 € consommés, débrouillez-vous derrière pour conclure qu'il en reste 90». Mmh. Parce que ça, en fait, il va falloir le faire N fois, sur chaque utilisateur. Et ça, c'est dommage. Donc c'est pour ça que je dis toujours, faut pas être centré que sur son usage à soi, essayer aussi de se mettre dans la peau, des autres. OK. Oui, donc base, analytique, ça va vraiment alors on va prendre dans le sens opérationnel, c'est vraiment pour ce qui va venir servir l'utilisateur final. Donc c'est la donnée telle qu'elle va être stockée pour que quand je me connecte sur le site finalement, j'ai accès à mon information. Alors que, analytics, ça va vraiment être pour faire, des analyses, sur, les données pour, du growth, du marketing, et Ouais, cetera. exactement, exactement. Et maintenant, c'est pour ça que je prends, parfois le mot analytics avec des pincettes. C'est que, quand on dit analytics, c'est vrai qu'on pense plutôt reporting, analyse, et on a eu un travers assez, longtemps, il y a plusieurs années, de se dire: «Bon, s'il manque un événement ou 2, c'est pas très grave». Mmh. Côté production de données, on fait un peu ce qu'on appelle du fire and forget. Je produis mon information, mais bon, je m'en soucie pas trop, je me soucie pas trop de la qualité, de la véracité de la donnée qui Mmh. est produite en amont. Ça, c'est un risque parce que, comme je disais, en fait, on n'est plus sur juste des usages de: «Je regarde grosse maille, quelle est la tendance?» Maintenant, de plus en plus, je veux, hem, fournir le bon produit à l'utilisateur au moment où il en a besoin et ça passe par une compréhension complète de son parcours, et de son comportement et donc s'il manque un petit bout dans un des parcours, en fait, on n'arrive pas à rattacher toute la chaîne de valeur, et cette chaîne de valeur, en fait, elle est cross domaine. C'est pas uniquement, mon dépôt d'annonce, tout seul. On va regarder, par exemple, est-ce que derrière, son dépôt d'annonce, quand après moi je me reconnecte en tant que, par exemple, qu'acheteur, quand je fais une recherche, est-ce que cette recherche elle aboutit à une consultation d'annonce? Est-ce qu'elle aboutit à un contact? Est-ce que, les utilisateurs in fine trouvent ce qu'ils cherchent, sur Leboncoin? Et ça, c'est hyper important en fait de sortir de son domaine et de se
poser aussi cette question de l'apport, en fait, de la valeur ajoutée que j'ai à produire cette information et comment elle sera réexploitée derrière. Your attention, please. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.